Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec la séquence suivante. Nos 3 prochaines invitées vont partager elles aussi leurs expériences d'entrepreneurs sans filtre et sans reproche, mais en toute bienveillance. Merci d'accueillir Fleur Pellerin, Céline Lazorte et Axel Tessandier. Non. On reste ici, Axel. Allez-y. Oui, absolument. Merci beaucoup à toutes les 3 d'être là. Bon, vous avez préféré être assises alors? Bon, bah très bien. L'agilité, c'est vraiment un maître mot ici à Vivatech, pas de problème. Alors, Fleur Pellerin, donc, vous avez un CV incroyable, l'ESSEC, Sciences Po, l'ENA, vous avez été ministre 3 fois, la French Tech, c'était vous. Et puis en 2016, vous claquez la porte et vous dirigez aujourd'hui Corelia Capital, qui est un fonds d'investissement franco-coréen. Bonjour, merci d'être avec nous. Céline Lazorte, grâce à vous, les cadeaux communs ne sont plus des casse-têtes, effectivement, puisqu'en 2009, vous avez fondé Litchi, la fameuse cagnotte en ligne, et puis MangoPay, qui se destine aux entreprises. 10 ans plus tard, vous êtes aujourd'hui une des plus belles réussites entrepreneuriales françaises. Merci infiniment d'être là. Quant à vous, Axel Tessandier, après Londres, Berlin et la Silicon Valley, vous avez trouvé votre chemin. En 2016, vous avez mené campagne tambour battant aux côtés d'Emmanuel Macron, ce que vous avez raconté dans un livre, Une marcheuse en campagne. Et puis aujourd'hui, vous avez repris en main votre agence digitale que vous n'avez jamais abandonnée toutefois, qui s'appelle Axel Agency. Voilà, merci aussi d'être là. Merci beaucoup de partager donc sans filtre votre expérience d'entrepreneur. Alors je crois que dans l'assistance, il y a des étudiantes, des lycéennes, des collégiennes. Est-ce que c'est le cas? Oui. Bon, il y en a. Donc des jeunes femmes qui ont encore toute leur vie professionnelle devant elles. Axel Tessandier, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite? Quand j'étais petite, alors moi j'étais assez passionnée de cinéma, en fait. Donc rien à voir alors avec l'entrepreneuriat. Non, rien à voir, mais c'est toujours un peu comme ça. Donc je pensais en fait que j'allais raconter des histoires, en créer. Oui. Je pensais que j'allais travailler dans la production, donc je passais mes dimanches au ciné-club au Havre. Oui. Et du coup ma vie professionnelle a commencé comme ça, plutôt dans l'audiovisuel, le cinéma. Et puis je me suis fait virer de mon premier job. Ah ouais. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais qui n'était pas dans le cinéma, celui-là? Non, c'était à Londres pour le Times et je me suis fait virer d'ailleurs très vite. Ouais. Et du coup, passer les pleurs et le fait de me dire qu'est-ce qui ne va pas avec moi, je me suis dit qu'en fait c'était peut-être un rond qui essayait de rentrer dans un carré et qu'il fallait peut-être que voilà, je prenne une autre voie. Et après, je suis partie effectivement sur les nouvelles technologies. Je suis partie à Berlin et ensuite à San Francisco. Alors, on va revenir à tous les virages, effectivement, qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Fleur Pellerin, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite? Vous vouliez diriger un fonds d'investissement? Alors, pas du tout. Être ministre, ni être peut-être ministre. Moi, je pense que je voudrais rassurer toutes celles et ceux qui sont petits, qui sont jeunes, et qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à me décider, à faire des choix, et même les premiers choix que j'ai faits, je pense que je les ai faits un petit peu par défaut. D'accord. Ça ne voulait pas dire que j'avais pas d'intérêt ou que j'avais pas de passion dans la vie. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais c'était des choses qui étaient plutôt créatives. Vous voulez dire vos premiers choix d'études, de métier, Oui, d'études. C'est-à-dire que je pense que, je sais pas, j'imagine qu'il y a dans la salle des collégiens ou des lycéens qui doivent décider quelles orientations ils vont prendre. En plus, il y a des réformes qui vont être mises en œuvre pour choisir son avenir. Et c'est pas forcément facile quand on a 13, 14 ans ou même quand on a 16, 17 ans de savoir exactement se projeter 20 ans plus tard. Donc voilà, vous voyez, j'ai eu un parcours qui a été extrêmement divers en ne sachant absolument pas à 16 ans ou 17 ans ce que je voulais faire. Donc il y a de la place pour de l'improvisation et de la diversité dans la vie. Trop cool, ça c'est cool. Et Axel, en plus, effectivement, vous nous disiez que vous avez été viré et qu'après, on disait même de vous, à un moment donné, je crois que vous le dites aussi d'ailleurs de vous, que vous étiez un peu paumé. Oui, mais j'aime pas ce mot, en fait. C'est souvent les gens qui vous renvoient à cette idée-là. Ouais. On cherche, on expérimente, on teste et on apprend à se connaître. C'est un peu la théorie de la pyramide. On fait des choix. Je trouve que ce qui est très difficile, c'est de se dire qu'à 20 ans, on doit savoir où on sera, ce qu'on doit faire. Et ça, c'est une pression que je trouve très difficile. Moi, j'ai récupéré beaucoup de ce que j'étais, notamment après mes études. Et c'est un long chemin qui est pas facile, qui est difficile. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se stresser si tout ne se passe pas bien comme au début, si on voit à côté que tout roule pour quelqu'un à côté de nous et ce n'est pas le cas. Il y a des gens, ce qu'on appelle les late bloomers. Parfois, les late bloomers. On met du temps à se trouver.
Et voilà, et le chemin est expérimental, et donc j'aime pas le mot « elle est paumée », etc., que j'ai beaucoup entendu quand je naviguais de job en job. Et en fait, j'étais là, non, je cherche, j'expérimente, et finalement, c'est peut-être plus sinueux. Mais le résultat n'est pas moins, c'est ça. Voilà, donc pas de panique, comme disait, pas de panique. Comme disait Fleur. Alors vous, Céline Lazare, en revanche, vous étiez quand même assez décidée sur le fait de vouloir travailler dans le web. Bon, on peut pas dire, ça vous a quand même plutôt réussi. Donc Litchi en 2009, MangoPay en 2013. Avec recul, comment est-ce que vous vous voyez 10 ans plus tôt? Qu'est-ce qu'il y avait dans votre... Racontez-nous un peu. Donc il y a 10 ans, j'avais 25 ans, je finissais mes études et donc je voulais lancer Litchi, service de cagnotte en ligne. Je pense que soit j'étais complètement dingue, soit très naïve. Je ne savais même pas que c'était une banque. Donc c'est vrai que quand j'allais voir des banquiers et que je racontais mon idée, on me disait « Ah, mais tu veux créer une banque ?» Je disais « Ben ouais, peut-être, enfin, je veux faire un truc de cagnotte en ligne. » Et à chaque fois, on me répondait « Mais fais plutôt un stage, non, au sein de la banque, et puis tu verras dans quelques années, etc. » Donc un peu de folie, un peu de naïveté, et je revois aussi en moi toutes les jeunes femmes de 25 ans que je rencontre aujourd'hui et pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est dur de démarrer et il faut ce mélange de folie et de naïveté. Est-ce qu'à l'époque, 10 ans avant, vous avez projeté le fait que Litchi deviendrait ce que c'est aujourd'hui, que MangoPay ferait le chiffre d'affaires qu'il fait aujourd'hui? C'est colossal tout ça. Alors pas du tout, je crois que l'ambition elle grandit avec le temps. Moi mon ambition c'était juste de lancer Litchi, après c'était d'avoir un premier client, puis après avoir des clients à Paris, puis après en France et ainsi de suite. Oui. Alors évidemment au fond de moi il y avait sûrement une petite étoile qui rêvait de quelque chose de grand, mais jamais j'aurais imaginé qu'on aurait 10 millions de clients, qu'on ferait 2 milliards de volume. Enfin, tout ça me paraissait complètement autre et loin de moi. Et très loin, ouais. Axel Tessandier, vous avez passé 5 ans dans la Silicon Valley. Ça vous manque parfois? Franchement, non. Non, franchement non. Vous Non, préférez non, être là pour entreprendre. Oui, non, mais c'est enfin, important moi, de le dire aussi. Quand je suis rentrée en France, d'abord quand je suis partie, moi j'ai jamais fait de French bashing, je ne suis pas partie énervée de ce pays. Ouais. Je suis partie parce que ça avait du sens, c'était ce qui était intuitivement la décision pour moi, et effectivement parce que j'avais du mal à trouver ma place ici. Moi j'étais bac+5, née du bon côté de la barrière, ça marchait pas, je trouvais pas ma place, et d'un coup je suis arrivée dans un endroit où là, être différent, à la marge, prendre des risques, était un tout petit peu plus valorisé, me semblait-il. Donc ça m'a fait beaucoup de bien personnellement, psychologiquement, humainement. Et ce que j'ai pris de la Silicon Valley, c'est ça, c'est de reprendre un peu confiance en moi, en fait, et de me nourrir aussi. C'est vrai qu'il y a une passion pour l'avenir et ce qui pourrait être, qui est très présente là-bas. Et donc, je suis rentrée en France avec ce que j'ai appris là-bas, mais avec une vraie envie de rentrer, avec une vraie envie, pas seulement de partager, mais de faire des choses ici. Moi, j'ai été assez marquée par 2015, j'étais pas là, j'avais envie de m'engager, je sentais que c'était la fin d'un cycle, et surtout, je pense que la Silicon Valley n'a pas du tout le monopole de l'avenir. Il propose une vision qui n'est pas du tout la nôtre. Le mot social n'a absolument pas la même définition aux États-Unis qu'ici. Non, le philanthrocapitalisme, je crois pas que ce soit l'avenir du mot social pour moi. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est quand même qu'à un moment donné, le fait de partir peut aussi apprendre beaucoup sur soi. Moi, je pense que le voyage le plus important, c'est celui qu'on fait de soi-même. Mais parfois, il faut partir à 10 000 km. Ça a été mon cas. Mais c'est pas obligé parfois. Et c'est aussi important de se nourrir. Moi, ce que j'ai trouvé très important dans mon parcours, Berlin ou l'Angleterre ou San Francisco, c'est de me nourrir de la diversité, de la culture des autres. C'est ce qui m'a le plus appris. Moi, je crois que quand on parle d'innovation, on parle diversité. Là, ça s'appelle girl power. Mais ce dont on parle, quand on parle mixité, diversité, plus de femmes, on parle d'innovation. C'est une session qui a toute sa place. Et on parle d'avenir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une session qui a toute sa place entre une keynote de Eric Schmidt et Mark Zuckerberg, parce qu'on parle d'innovation quand on parle diversité, mixité. Il n'y a rien qui se passe avec un même groupe d'hommes du même âge, du même diplôme, pour innover et penser différemment. Céline Lazare, vous auriez pu installer Litchi dans la Silicon Valley? Vous vous êtes posé la question? Non, pour être tout à fait sincère, alors probablement pour 2 raisons. La première, c'est que, comme je le disais, mon ambition, elle a grandi avec le temps. Donc au début, c'était Paris, la France. Après, je me suis dit, oulala, l'Europe peut-être. Et on a fait chaque pays européen les uns après les autres. Donc je suis peut-être pas encore arrivée à l'ambition qui emmène dans la Silicon Valley.
Et par ailleurs, je rejoins pas mal Axel, c'est que moi je suis très amoureuse de la France, de l'Europe, et j'ai envie de croire que l'innovation, elle est possible ici. J'ai envie de croire qu'il y a des ingénieurs, il y a des entrepreneurs, il y a des hommes, il y a des femmes qui font ce pays et qui peuvent faire de nous des leaders nationaux, internationaux et mondiaux, parce que c'est ça dont on a besoin. Le concurrent, je dis toujours que mon concurrent, il n'est pas à une frontière, il est à un clic. Donc en fait, il faut être le meilleur, et autant être le meilleur basé en France. Ici, en France. Fleur Pellerin, vous êtes donc à la tête aujourd'hui d'un fonds franco-coréen d'investissement. Vous avez été ministre. C'est quoi le lien entre ministre et dirigeante d'un fonds d'investissement? Est-ce que c'est être entrepreneur dans les deux cas? Pas forcément, parce que on est vraiment confronté à des problématiques qui sont très différentes, mais je pense que le fait d'avoir été ministre vous prépare un peu à tout type de situation. Parce qu'en fait, être ministre, c'est quoi? Pour résumer vraiment de manière très très grossière, c'est être capable de prendre des décisions rapidement, sous contrainte, sous pression, avec parfois une très très grande complexité de choses à concilier. Et donc c'est en gros un des métiers les plus stressants et les plus flippants qui puissent exister. C'est un peu le pire métier du monde, non? C'est pas le pire, pour moi c'est le plus beau métier du monde, mais c'est très 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 flippant. Et donc je pense que quand vous avez été dans ces circonstances-là professionnelles, après vous êtes un peu zen en toutes circonstances, quoi. À peu Rien près. ne peut vous arriver, rien ne peut plus vous arriver. Et donc en réalité finalement je retrouve, alors que je fais un métier qui est très très différent de celui que je faisais hier, aujourd'hui je cherche des entreprises, des startups dans lesquelles investir, et donc je prends un risque financier pour moi-même et pour mes investisseurs. Alors que c'est très très différent. Finalement, le boulot au quotidien, je le fais avec une petite équipe, on est une dizaine. Dans un cabinet, on est une quinzaine. C'est un peu la même chose finalement. Donc je pense que c'est une bonne préparation. Être ministre, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément passer par le gouvernement pour être prêt à affronter des challenges. Mais pour moi, ça a été une très bonne préparation pour faire le métier que je fais aujourd'hui, même si ça peut paraître peu évident au premier abord. Il y a un truc qui est quand même lié entre les deux, c'est aussi la volonté de changer les choses, de changer la donne. Céline, quand vous avez lancé Litchi, vous vouliez changer le monde? Je crois que chaque entrepreneur, il a en lui cette espèce de flamme où il a envie de changer le monde, et c'est ça qui le motive et qui le drive. Alors c'est vrai que vous pouvez me dire, Litchi en soi, ça permet de collecter de l'argent, ça ne change pas le monde. Mais nous, on a tendance à croire que ça le rend un petit peu meilleur, parce que ça permet, par exemple, à un jeune homme qui s'appelle Romain, qui est handicapé, de pouvoir acheter un fauteuil et de faire les Jeux paralympiques. Ça a permis à un petit garçon qui avait une maladie d'être hospitalisé à Necker alors qu'ils n'avaient pas le matériel médical. Donc sa maman a fait une cagnotte pour pouvoir acheter le matériel, le donner à Necker et qu'il soit hospitalisé. Donc c'est vrai qu'au fond, nous, on a cette petite flamme qui nous dit je veux un monde meilleur, je le veux différent. C'est aussi, je pense, dans la façon dont on recrute, dont on organise ses équipes. Nous, on est 100 collaborateurs chez Litchi et Mangopé. Il y a 15% des collaborateurs qui sont actionnaires. Donc j'ai en fait plein d'associés avec moi qui sont des associés salariés. Vous avez des hommes, des femmes, un peu tout. C'est important aussi d'avoir cette diversité. On a 45% de femmes dans les équipes, 2/3 de femmes au directoire. Donc on est vraiment une entreprise de femmes. Et j'ai tendance à dire qu'on a aussi le meilleur des hommes, parce qu'on a des hommes qui sont prêts à travailler pour des femmes. Félicitations. Donc changer les choses, ça vous traverse toutes les trois. Et puis être libre, ça vous traverse aussi beaucoup toutes les trois. On imagine que pour vouloir changer les choses et vouloir être libre, il faut beaucoup de confiance en soi au départ, un capital très grand de confiance en soi. Axel, est-ce que c'est vrai? Non, enfin, moi je pense qu'il y a une grande injonction, notamment pour les femmes. Une grande injonction. Oui, ouais. Ça peut être... On n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens pour qui parler en public c'est très compliqué, pour d'autres pour qui c'est très facile. Donc je trouve que l'injonction de allez, lance-toi, etc., je trouve qu'elle peut être ressentie différemment. Moi je trouve qu'on surévalue un peu la confiance, mais il y a un muscle qu'on a tous, c'est le courage. Et je crois que ce qui est important, les entrepreneuses, les entrepreneurs sont des gens courageux. Ils ont confiance. C'est pas qu'ils ont confiance en eux, ils sont obsédés par une idée et ils sont persuadés, même quand on leur dit ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras pas, eux, leur intuition, leur conviction est plus forte que tous les doutes. Mais vous, toutes les trois, vous doutez souvent? Moi, je doute en permanence. C'est-à-dire, je ne peux pas vous expliquer. Alors, en plus, je traîne le syndrome de l'imposteur à longueur de temps. Donc, le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'impression que tout ce qui vous arrive, ou quand vous avez une promotion,
quand vous êtes valorisé, c'est dû à des facteurs extérieurs, c'est absolument pas dû à vos Que talents vous n'êtes jamais à votre propres. place et que vous n'avez Voilà. jamais les Donc, compétences moi, nécessaires. je vous laisse même pas imaginer pendant la campagne, quand ils mettaient l'entrepreneuse qui est à l'oreille d'Emmanuel Macron, j'étais là, mais ils vont penser que je suis Xavier Niel, alors je suis toute seule dans ma boîte. Donc j'appelais les journalistes pour leur dire, écoutez, je suis pas sûre que ça soit le bon titre, est-ce que vous êtes freelanceuse? Attends, mais vous voyez. Donc non, j'ai jamais confiance. Enfin, j'essaie toujours d'être courageuse et que la peur ne m'empêche jamais de faire les choses. Je ne veux pas passer à côté de ma vie parce que j'aurais dit non à quelque chose en me disant j'ai eu trop peur. Dire Céline, non parce ouais. qu'on a peur et dire Oui. non parce qu'on n'a pas envie, c'est pas du tout la même chose. Céline, Fleur, c'est pareil, vous avez peur, vous êtes... Alors moi je suis, Axel pour en témoigner, la reine du doute aussi en permanence, mais je crois que c'est sain, parce que c'est ça qui nous empêche de devenir fous, c'est ça qui nous permet d'être un bon chef d'entreprise, un bon dirigeant, et c'est ça qui nous rend humains. Donc j'y vais, mais j'ai peur, voilà. Alors moi je voudrais aussi adresser un message parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes, je vois pas très bien parce que j'ai pas mes lunettes, en plus je vois pas très bien qui est dans la salle, mais j'imagine Si, qu'il y a il y a beaucoup des de jeunes. Donc moi ce que je voudrais dire c'est que quand j'étais lycéenne, j'avais une prof de maths qui pensait que j'étais une débile légère. Et donc quand je préparais mon dossier pour la prépa, elle avait mis sur mon dossier Salut. des trucs qui étaient vraiment affreux et qui vraiment me disqualifiaient pour continuer dans mes études. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents, parce que je suis rentrée, l'école est très prescriptrice quand même. Je suis rentrée, je me suis dit, je suis nulle, je vais jamais y arriver à rien, je vais rien faire, etc. Et j'ai eu mes parents qui m'ont dit, mais écoute, nous, on a confiance en toi, on te connaît. On connaît ton potentiel, on sait que tu peux y arriver. Ils m'ont vraiment reboosté. Mais ça m'a vraiment fait perdre énormément confiance en moi. Et je pense qu'ensuite, dans mes études, j'ai fait une prépa HEC, j'ai réussi des concours. Concours après concours, j'étais un peu comme Axel, je me disais toujours, non mais j'ai réussi, donc ce concours doit être un peu nul. Et ça, c'est un truc très très féminin. Et je voudrais vraiment dire je ne sais pas si ça vient de notre éducation, mais je voudrais vraiment dire aux jeunes filles qui sont dans la salle qu'il faut absolument qu'elles fassent tous leurs meilleurs efforts pour se débarrasser de ce complexe-là, de se dévaloriser, de ne pas se présenter sous leurs Ce qui meilleurs n'est jours. pas évident, mais ça se travaille, c'est comme le Ça se courage. travaille. Il faut vraiment. Je crois que là, vous avez des exemples de gens qui ont réussi dans des carrières complètement différentes, mais dont vous voyez bien aujourd'hui qu'elles peuvent donner l'impression d'avoir du pouvoir ou d'avoir extrêmement bien réussi, mais vous voyez bien qu'on est toutes traversées par le doute ou qu'on a été à un moment rabaissé ou pas bien considéré, et donc ça ne nous a pas empêché d'arriver là où on est. Et c'est vraiment très important. Et il faut que vous trouviez en vous-même, ou parfois ça sera à l'extérieur, de la bienveillance, que ce soit de vos parents, que ce soit un professeur, qui va vous donner, dans les moments un peu de doute, Cette foi-là et la cette énergie-là. foi et l'aiguillon. Et c'est très, très, très important, et ça sera important toute votre vie. Donc vraiment, moi je vous dis, j'ai toujours eu ces moments de doute, je suis vraiment comme vous deux. Et vraiment, les filles, trouvez-vous un bâton, un point d'appui qui sera votre pivot dans la vie. C'est super, super important. Ouais, je veux dire, ce que je trouve très important dans le girl, enfin, la sororité, moi c'est un mot que j'ai appris beaucoup trop tard. Que j'ai appris. La sororité, c'est donc l'entraide entre entre sœurs. femmes. C'est un mot que j'ai découvert il y a 2-3 ans, et au début je me disais peut-être c'est un peu cucul à praline, tout ça, etc. Un peu en mode warrior, et on avance, on est résilient, on se laisse pas démonter par les vents contraires ou les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Parfois ça peut vous nourrir même. Mais la sororité, trouver sa squad, l'entraide, le bâton, la bienveillance, que ça soit vos amis. Enfin, Céline est quelqu'un qui m'aide quand j'en ai besoin, et qui, j'espère, j'aide quand on a besoin, parce qu'on est très amis. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et entre femmes, c'est très important. C'est une révolution qui sera avec les hommes, mais aussi ensemble, entre nous. Oui, c'est ça. Il y a quand même beaucoup d'hommes aussi qui accompagnent beaucoup de femmes, et ça, c'est formidable. Et voilà, l'entraide en tout cas et la solidarité, on entend bien. Fleur, qu'est-ce qui a été difficile dans votre reconversion entre ministre et dirigeante d'un fonds d'investissement? Parce que c'est un métier que vous n'aviez jamais fait et que Absolument vous pas. connaissiez. J'apprends vraiment un nouveau métier en toute humilité. J'ai un peu honte de le dire, mais honnêtement, jusqu'à présent, rien n'a été vraiment difficile. C'est-à-dire que. Mais c'est-à-dire, vous avez dit j'ai claqué la porte, en fait j'ai été virée quand même du gouvernement, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais moi je pense que je suis quelqu'un de très résilient, donc je n'ai pas passé 6 mois à me lamenter sur mon sort. Immédiatement je me suis dit bon qu'est-ce que tu vas faire après? Je commençais à réfléchir. Et puis finalement j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est uniquement de la chance, on dit souvent que la chance on la provoque, mais j'ai eu la chance d'avoir un enchaînement de circonstances qui m'ont vraiment aidé à monter cette boîte de manière très facile, très fluide. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je crois. J'ai été en contact avec mes investisseurs qui ont tout de suite manifesté l'envie de faire quelque chose avec moi. Je leur ai proposé de monter un fonds d'investissement. Vous m'avez quand même dit qu'à un moment donné, vous aviez un peu manqué d'entourage. J'ai très facilement créé le contexte favorable pour entreprendre et pour monter ce fonds d'investissement. Après, ce qui a été
difficile, je pense, pour moi, c'est le moment où je me suis retrouvée toute seule à devoir créer les statuts de l'entreprise, faire tout, en fait, ce qu'il faut faire pour créer une entreprise, recruter les premières personnes, prendre des locaux. Donc, j'étais vraiment toute seule comme un artisan chez moi. C'est ça, quand on est seul. C'était pas un enfer, mais c'est vrai que c'était difficile et que là, il y a des moments, en plus, j'avais finalement, c'était au milieu du mois d'août, donc j'avais finalement peu de gens autour de moi pour me conseiller et je voulais aller vite. Et je pense que j'ai pas pris suffisamment le temps d'aller chercher autour de moi des gens qui auraient pu me donner des conseils et rompre un peu cette solitude de l'entrepreneur qui se lance. Voilà. Absolument. Donc ça, c'est vrai que c'est important, je pense. C'est important de le Et si transmettre. c'était à refaire, j'irais beaucoup plus chercher des conseils autour de moi pour m'aider à traverser cette période-là. Céline Lazare, vous venez de déléguer la direction opérationnelle de Litchi à l'instant, là, en mars, fin mars, début avril, à Alix Poulet, qui est une de vos très proches. Ça a quand même dû vous faire quelque chose de lâcher Litchi, même si vous ne le lâchez pas complètement, puisque vous en restez la présidente. Tu as tout résumé. Donc j'ai créé Litchi il y a 9 ans, Mangopé il y a 5 ans. J'ai dirigé les 2 activités jusqu'à il y a quelques mois. Et en fait, c'est dur de courir 2 lièvres à la fois. Et honnêtement, c'est pas quelque chose que je recommande. J'avais le sentiment qu'il fallait que je passe la main sur Litchi à quelqu'un de brillant, d'intelligent, qui allait apporter autre chose. Et voilà, et c'est Alix qui nous a rejoints. Je suis très heureuse évidemment que ça soit une femme, que ce soit une amie, et puis qu'elle apporte quelque chose de différent. Mais ça vous a fait quoi très concrètement de lâcher votre bébé entrepreneurial, enfin? Alors c'est évidemment mon bébé, mais j'ai eu le sentiment de le donner à quelqu'un en qui j'avais confiance et qui allait en faire quelque chose de plus grand. Et j'ai l'humilité de dire qu'après 9 ans, j'ai donné tout ce qu'il y avait en moi, donc il est temps que quelqu'un puisse nourrir cette équipe, cette entreprise et nos clients de façon différente et apporter des choses nouvelles. Par ailleurs, je reste présidente, donc effectivement, j'accompagne cette histoire, mais c'est vrai que j'ai transmis le flambeau opérationnel de quelque chose qui était mon bébé, et donc c'est à la fois émouvant et en même temps, je suis très fière de l'avoir fait dans un contexte de confiance, de sororité et puis de bienveillance. Et où est-ce qu'on vous verra dans 5 ou 10 ans? On a commencé avec ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite, mais finalement, vous, Céline, par exemple, vous êtes la seule du panel à ne pas avoir fait de politique. Est-ce que c'est un chemin que vous pourriez poursuivre? Alors, moi, j'ai énormément d'admiration. Vous avez des annonces à nous faire, non? Pas du tout. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour Fleur et pour Axel parce qu'elles ont fait un parcours extraordinaire dans la politique et je crois qu'elles l'ont fait pour servir la France et pas pour servir leur ego. Et ça, honnêtement, vous ne trouverez pas un homme chez qui c'est la vérité. Donc si un jour je suis digne de le faire de cette manière, moi je ne suis pas du tout quelqu'un de politique, mais s'il y avait un projet pour la France qui pouvait m'intéresser et dont je pouvais être légitime, pourquoi pas? Vous pourriez être ministre? J'en sais rien ça, mais en tout cas s'il y avait quelque chose où effectivement il y avait du challenge et en même temps je pouvais apporter quelque chose, j'essaierais. Mais en tout cas j'admire qu'elle l'ait fait, pas pour elle, mais pour notre pays. Et vous, alors, où est-ce qu'on vous verra dans 5 ou 10 ans? Je voudrais juste rebondir sur quelque chose parce que Fleur a utilisé le mot je me suis fait virer. Oui. J'ai utilisé le mot je me suis fait virer. Céline a utilisé on m'a dit va faire un stage dans une banque. Donc ce que je trouve intéressant, c'est nos réactions à chacune face à cela. Et votre moi, capacité de rebond. Ouais, c'est le mot résilience que vous avez utilisé. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est important, enfin, le problème n'est pas toujours le problème est la réaction face au problème. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, je pense effectivement qu'être résilient, s'en nourrir, ne pas se laisser abattre, trouver l'entourage, parce que se faire virer, c'est pas facile. Reprendre confiance, aller voir quelqu'un avec une idée dont tu es persuadé, on te dit trop mignon, va faire un stage, Céline. Quand même, pour garder la confiance, c'est quelque chose, là aussi, pour tout le monde, parce que c'est jamais un long fleuve tranquille. L'existence est faite de bas, de haut, et si on a le pourquoi, si on a la conviction en soi, on trouvera toujours le comment. Et on va toujours pouvoir garder ces convictions. Alors, moi, j'ai jamais l'impression de faire de politique, parce que contrairement à Fleur, j'ai jamais été nommée. Quand même, vous n'avez jamais été nommée, mais enfin, vous avez fait une campagne présidentielle. J'étais une citoyenne très engagée, c'est éminemment politique. Mais je pense que c'est le rôle du citoyen. Vous étiez déléguée nationale, on le rappelle. Tout à fait. Mais je pense que c'est le rôle du citoyen aussi. Moi, je pense que c'est pas la nullité d'un camp ou d'un autre qui est dangereuse, c'est l'apathie de chacun d'entre nous. Et vous dites que dans le quotidien, tout le temps, on fait de la politique, oui, en fait. Moi, je ne fais pas tellement de différence entre civilité et politique. Je pense que le sourire que je fais dans le métro, la porte que je tiens, la façon dont je me comporte avec les gens, le respect que je témoigne, c'est déjà une façon de parler de la société à laquelle je crois. L'entrepreneuriat, pour moi, dès une prise de parole, une création, c'est politique. Ça dit quelque chose de la société à laquelle vous croyez, comment vous managez. Pour moi, ça l'est, donc on en fait tous les jours. Et moi, j'ai plus d'obsession sur le pouvoir qu'on a sur sa vie que sur le pouvoir tout court, et notamment pour les femmes. Donc dans 5 ou 10 ans, moi je suis incapable de faire ces projections-là. Si on m'avait dit que je serais rentrée en France en 2016, je ne l'aurais jamais cru. Je pense que la vie a beaucoup d'imagination.
il faut suivre Et son qu'il faut intuition. la laisser venir. Oui, moi j'ai une ligne qui sont mes valeurs, ma vision, l'impact, et être à ma bonne place où je dois être engagé toujours, quelle que soit la forme que cet engagement prend. C'est ma seule ligne. Et ensuite, faire confiance à la vie et me faire un tout petit peu confiance pour faire les bons choix et être au bon endroit dans 5, 10 ou 15 ans. Fleur Pellerin, applaudissements. Fleur Pellerin, vous voulez transmettre quoi comme message fondamental aux jeunes femmes qui nous écoutent et puis à tout le monde, hein, bien sûr, puisque voilà, on s'adressait aux collégiennes, lycéennes, étudiantes qui nous ont fait coucou tout à l'heure, mais on s'adresse bien sûr à tout le monde. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il faut toujours garder une part un peu de rage, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Il y a des choses qui ne sont pas justes. Il ne faut pas être dans une position de victime et se dire les femmes, les pauvres, elles ne sont pas dans les conseils d'administration, elles ont du mal à avoir les postes, etc. Je pense qu'il faut vraiment avoir en soi la volonté de vaincre des déterminismes, de vaincre des assignations, c'est-à-dire se dire je viens d'un milieu modeste, ben, j'ai le droit de faire Sciences Po, ou j'ai le droit d'avoir envie de faire de la politique ou de devenir chef d'entreprise. Je suis noire ou je suis asiatique ou je suis d'origine arabe, mais j'ai le droit quand même de me dire un jour je serai député ou un jour je serai un grand médecin ou un jour je serai un grand avocat. Moi j'ai été très engagée dans une association qui s'appelait le Club 21e siècle bien avant d'entrer au gouvernement et c'était aussi pour moi une façon de faire de la politique. Redites-nous ce que c'est que le Club 21e siècle. Donc le Club 21e siècle c'est une association qui vise en gros à promouvoir la diversité et à faire en sorte qu'il y ait un renouvellement des élites dans notre pays. Vous en avez été la présidente. J'en ai été la présidente. J'ai la conviction qu'un pays qui ne donne pas les mêmes chances à tous ses enfants va vraiment dans le mur. Et la raison pour laquelle j'ai voulu m'engager, c'est que moi j'ai eu la chance de faire un parcours un parcours académique, universitaire, républicain. J'ai fait l'école publique, je suis allée en prépa, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'ENA et j'ai eu la chance de faire ça. Je le dois à la France. Mais je voudrais que tout le monde ait la même chance. Et moi, je venais d'un milieu modeste. J'ai une maman qui n'a pas eu son bac. J'ai une grand-mère qui était domestique, qui faisait le ménage. Donc, je ne viens pas de ce milieu-là. Et je crois que c'est très important que des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là, qui peuvent avoir un peu honte de leurs origines ou se dire ça m'assigne dans un certain type d'études ou un certain type de métier, ils doivent vaincre ça. Et pour vaincre ça, il faut vraiment garder en soi la rage de briser des choses. Ça ne veut pas dire être un révolutionnaire ou être violent, mais ça veut dire avoir toujours une espèce de flamme qui vous pousse aux fesses et qui vous aide à aller plus loin. Et mais c'est un programme politique ce que vous nous annoncez là, Fleur. Non, c'est un programme individuel. C'est le message que je voudrais donner, pas seulement aux jeunes filles. Parfois, c'est plus dur pour les jeunes filles parce que voilà, il y a moins de jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs et donc, par exemple, moi, je finance des startups. Maintenant, je vois très peu de femmes qui sont fondatrices. J'aimerais en voir plus, j'aimerais en aider plus. Donc, je pense qu'il faut se dire, je suis une fille, si j'ai envie d'être ingénieur, même si je vois que des ingénieurs hommes à la télé, par exemple, j'ai le droit de devenir ingénieur et j'y vais quand même parce que ça me branche et j'ai envie d'être comme Thomas Pesquet, par exemple. Donc, je pense que ce qui est important, c'est aussi, et je suis contente qu'on ait ce panel aujourd'hui parce que je pense que vous voyez, ça peut vous inspirer de voir que Céline, par exemple, est très jeune, a réussi à monter une boîte qui a eu énormément de succès. Axel, tu es parti dans la Silicon Valley, tu as fait plein de choses différentes, tu as participé à une campagne politique. Moi, j'ai été ministre alors que rien ne me prédestinait à avoir cette trajectoire-là. Je pense que j'aimerais qu'on puisse donner toutes les trois à des jeunes filles qui sont présentes aujourd'hui ou à des jeunes hommes qui sont présents aujourd'hui une idée que finalement, ce qu'ils avaient comme ambition jusqu'à présent était peut-être pas assez ambitieux et qu'ils peuvent frapper plus haut, quoi. Et j'ai envie de leur dire, allez-y, osez. Frappez plus haut. Frappez plus haut, c'est entendu. Céline Lazort, quel conseil vous voulez donner à toute l'Assemblée qui est présente aujourd'hui? Tous les conseils qui ont déjà été donnés. Alors c'est marrant, tout à l'heure tu racontais que tu avais un prof de maths qui t'avait un peu saqué. Moi il y a mes parents juste là, ils confirmeront que moi aussi on m'avait pas donné un avenir très glorieux. Donc honnêtement, c'est vrai? Ça veut dire quoi? Tous vos profs considéraient que... J'ai quand même redoublé ma seconde, j'ai eu mon bac à la repêche, donc franchement c'était pas gagné quand même au démarrage. Quand je leur ai dit je vais rentrer à HEC, ils m'ont dit quoi? Non, c'est pas possible, il y avoir une erreur. Donc voilà, mais moi, l'école, c'était pas trop mon truc. Par contre, je crois que j'avais envie de vivre une vie libre et puis finalement d'entreprendre. J'ai eu la chance d'avoir cette petite flamme au fond de moi, d'avoir des parents qui m'ont soutenue, une famille, des amis qui m'ont soutenue. Et c'est ce que je voudrais dire à toutes les jeunes femmes et évidemment les jeunes hommes qui sont ici. Si vous avez cette flamme-là, il faut l'écouter. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, puis il faut l'écouter et il faut se lancer, il faut se battre. C'est une vie extraordinaire qui est très humaine, qui est faite de plein de rebondissements, où on a l'impression d'être le capitaine de son destin et de son avenir et de son histoire. On crée des emplois, on crée une histoire différente.
Moi, j'ai le sentiment, et notamment une chose dont je suis très fière, c'est la mixité et la diversité au sein de mon entreprise. Le fait de dire, c'est possible, un monde différent. Moi, j'ai la conviction que la société, l'entreprise, c'est aussi une façon de recréer une mini-société et de faire ses propres règles, sûrement plus justes, et puis de faire évoluer et grandir la société comme ça. Donc, je leur dirais qu'il faut qu'elles se lancent. Je vais piquer une phrase à Axel, une citation, je l'ai entendue dire, j'ai trouvé très belle, c'est « Provoque ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque ». C'est entendu. Axel, pour terminer, nous n'avons plus de temps. C'est pas de moi. C'est vachement mieux. Non, je vais rebondir sur ce qu'a dit Fleur, parce que c'est très important. Il y a une association qui s'appelle Révèle, dont je suis membre. La fondatrice s'appelle Atina. Elles accompagnent les jeunes filles des quartiers. Et une fois, Atina a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, pour moi, l'égalité des chances, c'est l'égalité des rêves. C'est du fait que ces jeunes filles aient le droit de rêver exactement la même chose, où que tu sois né, quel que soit ton prénom, ton nom, quelle que soit ton adresse. Et donc voilà, donc c'est le fait que chacun de nous puisse rêver en grand, être ambitieuse. Être ambitieux, c'est pas un gros mot. Quand on a de l'ambition pour soi, c'est faire les choses pour les bonnes raisons, pour faire des choses qui changent le monde. Et ça se transmet aux autres. Exactement. Et je crois que c'est exactement le message. Ne vous empêchez pas de rêver, Oui. éteindre l'ennemi entre les deux oreilles, rêver en grand. Et y croire et changer le monde. Et allez-y et frappez haut. Merci à toutes et tous infiniment. Merci à vous, mesdames. Et je laisse à Alexandre la suite de la matinée et de la journée.